Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. On va parler d'autonomie corporelle à travers les mouvements sociaux. Ici Naja, je travaille à la Coalition sur les politiques des drogues du Canada. Je vais commencer rapidement. Je suis malade aujourd'hui et je ne suis pas toute là, pour être honnête. Mais bon, je ne prendrai pas trop de votre temps. Premièrement, je voudrais commencer par quelques directives générales. Si vous êtes anglophone, je vais parler français dans quelques instants parce que ce webinaire sera tenu en anglais et on veut s'assurer que les personnes francophones puissent pleinement comprendre. Donc, bonjour tout le monde. Si vous nous rejoignez et que vous parlez français, le webinaire, il va être en majorité en anglais. Donc, au bas de votre écran Zoom, vous pouvez voir le bouton interprétation. C'est comme un globe. Puis les instructions sont dans le chat aussi. Vous pouvez cliquer le bouton interprétation, puis cliquer écouter en français. Pas besoin d'attendre, juste vous pouvez le faire. Puis si vous avez des questions, juste écrivez-les dans le chat parce qu'on veut être sûr que vous pouvez comprendre. Puis sinon, le webinaire va être enregistré en français et en anglais si vous manquez certaines parties. Donc, comme je le disais à l'instant, ce webinaire sera enregistré. Donc, si vous manquez une partie, n'hésitez pas à nous demander une copie du webinaire enregistré par courriel. Je vous parle aujourd'hui à partir de Joe Jaggi, aussi connu sous le nom de Montréal. Les gardiens et gardiennes de ces terres et de ces eaux sont les Kanien'kehá:ka de Kanesatake et de Kahnawake. Je me suis déjà rendue à une exposition, en fait, récemment, sur la scénariste Alanis Obamsawin. Et l'un de ses films qui a été projeté, c'est Kanesatake, 270 jours de résistance. Je recommande chaudement de visionner ce documentaire qui date de 93. Et dans ce film, on voit Hélène Gabriel, militante Mohawk, qui a aussi publié un livret, un documentaire qui s'appelle When the Pine Needles Fall. C'est sorti il y a environ 2 ans, d'après mon souvenir. Donc, si vous ne venez pas de Montréal, Tiohtià:ke, et que vous aimeriez en savoir davantage sur l'histoire coloniale continue de notre territoire, je vous encourage fortement à consulter ces ressources. Le sujet d'aujourd'hui, si on y pense, l'autonomie corporelle, la mondialisation, je crois qu'il y a un lien assez évident à établir entre euh, l'approche coloniale, comment dire, qui ont le pouvoir et le monopole sur l'autonomie corporelle, qui a accès à l'autonomie corporelle sur le territoire, qui a accès à ce privilège. Et bon, pour se pencher plus précisément sur le sujet de notre conversation, eh bien, allons-y directement dans le vif du sujet. Nous sommes ici parce que nous travaillons sur les politiques en matière de consommation des drogues, sur les droits reproductifs en santé mentale, ou sur la thématique du soin de la santé des personnes trans. L'autonomie corporelle, c'est un sujet commun qui nous concerne tous et toutes et qui est instrumentalisé par les politiciens, les politiciennes, les médias. Et donc, j'aimerais, je ne vais pas présenter chacun et chacune des panélistes d'aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes et nous dire qu'est-ce qui les a apportés à participer à ce webinaire aujourd'hui sur l'autonomie corporelle. Donc, on va parler avec nos collègues de l'Institut pour les droits à l'avortement, Josephine Baker. Oui, bonjour, ici Josie Baker. J'habite euh, à l'île du Prince-Édouard. Je suis originaire d'ici. J'ai déménagé, je suis revenue. Et en 2010, je me suis rejoint à un groupe communautaire de recherche
et de militance. Nous étions la seule province canadienne qui ne fournissait pas l'accès à l'abortion. Donc, c'est beaucoup de travail que nous avons abattu à ce sujet. Nous avons pu obtenir finalement l'accès au droit d'avortement en 2017, je crois. Et en ce moment, je travaille avec Peers Alliance. Nous travaillons avec les communautés en réduction des risques et des méfaits. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter aussi. Merci beaucoup, Josie. La prochaine personne, Byron Wood de WeSup. Allez-y, on vous écoute, Byron. Vous êtes en sourdine, Byron? Bonjour, ici Byron. J'utilise le pronom il. Je vous parle des territoires Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Je suis un membre fondateur d'un groupe activiste opéré par et pour les membres qui s'appelle Workers for Ethical Substance Use Policy et nous sommes donc des personnes qui euh, travaillent dans le domaine depuis longtemps et qui sont étiquetés comme ayant des dépendances aux drogues ou qui se sont fait donner un diagnostic médical de troubles de consommation et comme conséquence, nous sommes assujettis à des approches punitives, dommageables en matière de consommation sur le milieu de travail qui empiètent sur notre autonomie corporelle, qui nous enlève le droit au consentement et essentiellement exclut beaucoup de gens des milieux de travail. Et ça s'est fait au nom de la sécurité du milieu du travail, mais ça n'a rien à voir, en fait, avec la sécurité des travailleurs et travailleuses. Et donc, notre groupe s'est réuni afin de fournir un soutien entre alliés, entre pairs et pour militer pour le changement de ces politiques excluantes. Un autre aspect dont je pourrais parler davantage plus tard, potentiellement, c'est comment ces politiques relatives au milieu de travail sont aussi associées à des plus grandes politiques de prohibition dans la société qui causent aussi des enjeux d'autonomie corporelle. Donc, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Merci beaucoup. Merci, Byron. Ensuite, nous avons Star Holding de Firefly Institute. Bonjour, ici Star Holding. J'utilise le pronom IL et je vous parle aujourd'hui à partir des territoires du traité 6, Musqueam-Muskegon, qui est le nom colonial connu sous le nom de Edmonton, Alberta. Je suis coordinatrice de programme à l'Institut Firefly. Nous sommes un institut de recherche à but non lucratif que nous opérons à partir de la Faculté d'éducation de l'Université d'Alberta. Nous offrons des formations et des ressources éducatives qui célèbrent et qui soutiennent l'autonomie corporelle et l'inclusivité des personnes LGBTQI I2S ici à Edmonton. Nous agissons aussi dans les territoires des traités 7, 4 et 8 à travers l'Alberta. Moi-même, je proviens d'une lignée colonne, je suis gender fluide et je suis trans. J'habite dans les territoires du Treaty 6, du traité 6, donc depuis ma naissance, je suis née ici. Et pour moi, il y a eu des politiques récemment adoptées en Alberta, trois différentes lois qui affectent l'autonomie corporelle des personnes queer ici en Alberta. La première étant le droit à l'accès aux droits de santé. Il y a une loi qui affecte notre accès équitable aux soins d'affirmation du genre et d'autres aspects dont je pourrais vous parler davantage plus tard. Il y a aussi une autre loi qui a été adoptée qui affecte le droit des personnes queer dans le contexte des écoles qui affecte aussi l'autonomie corporelle en termes de leur sécurité physique en tant qu'étudiants et étudiantes de ces écoles. Et il y a d'autres aspects dont je pourrais vous parler davantage. Il y a aussi une troisième loi qui a été adoptée qui régule l'accessibilité au sport et aux activités sportives pour les personnes trans. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui et en tant que personne trans et en tant que personne qui est
embauché, qui est employé dans un organisme de défense des droits. Ces choses concernent directement mon corps, mon quotidien et mes actions politiques. Donc, merci beaucoup. Merci, Star. Ensuite, nous avons Leanne Lowe de Health Justice. Bonjour, c'est super de vous voir aujourd'hui. Je vous parle à partir des terres Musqueam, connues aussi sous le nom colonial de Vancouver, Colombie-Britannique. Je vous parlerai aujourd'hui de justice des soins de santé, domaine dans lequel je suis impliquée. Health Justice, l'organisation qui m'emploie, c'est une organisation qui fait de la recherche et de l'activisme pour changer les politiques qui affectent la consommation des drogues et le soin de la santé mentale en Colombie-Britannique. Donc, il y a euh, un accent en ce moment sur l'accès aux services de soins de santé, l'équité des genres, les décisions qui soutiennent le consentement des traitements, la sécurité dans le milieu de travail et aussi la dépendabilité du système de soins de la santé mentale. J'ai aussi de l'expérience personnelle dans le milieu pédiatrique et dans les milieux des soins de santé pour adultes. J'ai eu mon autonomie corporelle qui a été empiétée de plusieurs fois pendant mes expériences de détention involontaire. Malheureusement inaudible pour l'interprète. Merci, Liane. Avant de commencer, je voudrais vous dire que nous répondrons aux questions à la fin du webinaire. Il y a une boîte de clavardage pour les questions et les réponses où vous pouvez adresser vos commentaires, vos questions. Vous pouvez aussi voter sur les questions que vous aimeriez voir abordées. La semaine prochaine, nous tiendrons aussi un prochain webinaire sur la décriminalisation à travers les communautés. Nous parlerons aussi à propos des personnes touchées par le VIH auprès des communautés du travail du sexe. Désolée, mon cerveau ne fonctionne pas à pleine capacité. Je suis malade aujourd'hui. Je suis malade aujourd'hui. Donc, ma première question pour tout le monde serait la suivante. Comment est-ce que l'autonomie corporelle a-t-elle été instrumentalisée contre vos communautés, que ce soit par les médias, les politiciens, les politiciennes? Et premièrement, Josie, aimeriez-vous répondre à cette question? Oui, c'est un parcours intéressant. Je crois qu'au Canada, on aime penser, je crois que j'ai été invitée spécifiquement à titre de membre du réseau de protection des droits à l'avortement de l'île du Prince-Édale. Édouard, je crois que par le passé, nous avons pris le droit à l'avortement comme étant un droit acquis. Lorsque j'ai été témoin de mouvements et d'organisations qui ont été spécifiquement et ouvertement, donc ce qu'on recherche vraiment, c'est le contrôle du corps des autres. Il s'agit d'idéologies religieuses ou d'autres types d'idéologies qui tendent à pénaliser les gens qui osent s'écarter des chemins battus, c'est-à-dire à l'extérieur, des façons socialement acceptées de se présenter, que ce soit donc la façon d'être hétéro, cisgenre, le fait de correspondre à toutes les bonnes catégories. Donc, je crois que ce qu'on observe ici à Bogouet, c'est une culture de silence qui fonctionne par la peur. Lorsque nous avons commencé par perdre l'accès à nos droits d'avortement dans les années 90, il y a eu des groupes religieux
qui siégeaient sur les instances de soins de santé et ça créait vraiment une culture de violence. Les gens avaient peur et il y avait vraiment une peur intense qui persiste aujourd'hui. Et donc, dans notre travail communautaire, lorsqu'on fait de la recherche, on essaie de changer les récits. Et ce qui est important là, c'est de changer la culture de silence. Autour du même moment, on commençait à avoir du changement autour de ces enjeux. Il y a eu des étapes initiales faites par le gouvernement à propos de l'accès aux droits d'affirmation aux soins d'affirmation du genre. On commençait à avoir des petits changements, mais pas de façon ouverte. À l'île du Prince-Édouard, on a les soins de santé accessibles aux personnes trans les mieux réputés au Canada et le fait d'être exceptionnel dans ce domaine, ce n'est pas durable. Et il y a d'autres provinces qui ne font pas le travail nécessaire pour rejoindre ce standard. Et donc là où est-ce qu'on voit l'autonomie corporelle et les personnes trans qui se font cibler par des idéologies politiques, des choses qui nous proviennent des États-Unis, des gens qui ne sont pas du tout ancrés dans les politiques canadiennes, qui créent une culture basée sur la peur et la désinformation contre nos communautés queer. Et on voit les impacts de cela. On sait que ce niveau de contrôle sur le corps et les choix des individus, sur les conditions de vie des individus, qui osent, comme je disais, s'écarter du chemin battu, des formes de présentation sociale étroites et socialement acceptées. Donc, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation autour de l'accessibilité à l'avortement au Canada. Ce ne sera pas immédiatement très facile. Je crois qu'il y a une tentative très claire en ce moment de trouver d'autres façons de contourner le problème en, en imposant des discours divisifs axés sur la peur de l'autre. Donc, voici mes pensées initiales à ce sujet. Merci, Josie. Star. Donc, comme je le mentionnais, il y a eu 3 lois acceptées ici en Alberta. La loi sur le statut de santé, la loi sur la soi-disant sécurité dans les sports, et je ne peux pas nommer cette loi sans utiliser des guillemets. Et il y a aussi une loi sur l'éducation qui a été adoptée. Donc, je vais commencer par la loi sur le statut de la santé. Donc, dans la formulation de cette loi, premièrement, ce qu'on a fait, c'est de définir la dysphorie de genre. Et laissez-moi voir l'autre terme qui a été utilisé. Je veux m'assurer de vous nommer les bons termes. Donc, la dysphorie et l'incongruence de genre, ce sont des définitions légales et non médicales. Et ces définitions ne sont pas tirées d'articles ou de contenu scientifique ni médical. Donc, on a créé des définitions autour de ces termes et le but de cette loi, c'est de limiter l'accessibilité des soins de santé pour quiconque qui a moins de 18 ans à des hormones d'affirmation de genre pour l'utilisation décrite par les recommandations médicales. Donc, il y a aussi l'attaque à l'accès euh, aux soins de santé mentale. Donc, en fait, selon la loi actuelle, il faut attendre d'être un adulte avant d'avoir accès à ces soins. Pour avoir accès à ces traitements, c'est très spécifique selon la loi. Il faut vraiment que ce soit pour des buts de dysphorie de genre ou d'incongruence de genre. Mais ce langage cible spécifiquement les jeunes de la diversité de genre. Mais en plus que ça, si vous êtes un homme cisgenre qui commence à développer des seins à la puberté, par exemple, vous avez encore accès à la thérapie hormonale pour des soins d'affirmation du genre et ce,
sans les conditions qui sont stipulées pour les personnes appartenant à la diversité du genre et pour les jeunes trans. Donc, c'est très spécifiquement ciblé la façon dont cette loi elle a été rédigée et c'est très, très clairement destiné à opprimer l'autonomie corporelle des jeunes trans et issus de la diversité de genre. Je devrais aussi spécifier que la loi illégalise les chirurgies d'affirmation du genre avant l'âge de 18 ans, chose qui était déjà très, très rare avant que cette loi soit votée, à moins qu'il y ait des situations mettant la vie de la personne en danger qui forçaient la personne à subir une chirurgie de genre avant l'âge de 18 ans. Maintenant, le délai pour obtenir une chirurgie d'affirmation du genre en tant qu'adulte, ça prend déjà 2 ans. Donc, pour un adolescent, le temps de passer à travers la puberté et d'avoir accès à la procédure, ce serait déjà très rare d'y avoir accès avant d'avoir l'âge de 18 ans. Mais malgré tout ça, c'est maintenant force de loi qu'on ne peut pas légalement y accéder avant 18 ans. Il y a aussi des lois similaires qui sont en œuvre dans d'autres régions depuis 2018 et il y a beaucoup de recherches qui démontrent qu'il y a eu, aux États-Unis du moins, où est-ce que ce type de loi a été implanté, il y a une augmentation de 72 des tentatives de suicide auprès des jeunes issus de la diversité de genre et ou des jeunes trans. Donc, on peut s'attendre à voir le même genre de résultats ici en Alberta. On va commencer à voir ces résultats mortels se dérouler très rapidement. Donc, ça, c'est une grosse inquiétude. Cela dit, les résultats sur la santé mentale seront aussi impactés de façon significative. Et je crois que vraiment, ça démontre à quel point les jeunes trans et issus de la diversité du genre sont ciblés et comment notre autonomie corporelle est ciblée. Donc, ensuite, les deux autres lois qui ont été adoptées sont aussi très importante pour l'autonomie corporelle. La loi sur l'accessibilité au soir exige de développer des processus d'inclusivité des personnes trans. Donc, ça n'empêche pas les organisations légalement de faire une évaluation physique de la personne trans, par exemple, de lui assigner un genre selon des faits qui ne sont pas soutenus par des faits médicaux ou scientifiques. Donc, il y a aussi des inquiétudes pour l'autonomie corporelle à ce sujet-là. Il y a aussi le risque que ce processus ouvre la porte à davantage de plaintes discriminatoires contre les personnes transgenres. Donc, n'importe qui n'est pas expert dans la diversité sexuelle a maintenant le droit d'émettre une lettre ou un commentaire sur les fonctions sportives et la présence d'athlètes LGBTQ2S+, qui compétitionnent dans ces environnements sportifs et les athlètes trans sont maintenant permis uniquement dans les sports où est-ce qu'il y a une division euh, donc, il n'y a pas de division des genres. Donc, dans les sports qui ne sont pas différenciés selon les genres, donc ça, il s'agit d'une attaque directe à l'autonomie corporelle des athlètes trans et c'est très, très dommageable pour les communautés de la diversité de genre et sexuelle. Il y a aussi la loi sur l'éducation qui oblige les professeurs à dévoiler le fait que certains jeunes se questionnent sur leur identité de genre à l'école, par exemple, d'informer les parents immédiatement. Nous savons, selon les statistiques accessibles, que jusqu'à 74 des jeunes queers se sentent en danger dans les écoles. Donc, lorsqu'on ajoute à ça le risque de se faire involontairement afficher
ça augmente encore plus cette pression. On sait qu'énormément de jeunes queers se font harceler à l'école et donc lorsqu'on ouvre la porte à ce que des personnes soient exposées parce qu'ils changent leur pronom, eh bien, ça ajoute énormément de peur dans un contexte où est-ce qu'on a déjà peur d'utiliser les termes adéquats pour parler de notre identité. Donc, c'est une attaque directement à notre capacité de s'autodéterminer, mais aussi de s'afficher publiquement. On sait que 82 des jeunes queers ont des problèmes avec le harcèlement et l'intimidation à l'école. Et on sait que ce type de loi, en général, va ouvrir la porte grande ouverte à une culture de peur dans la communauté queer et trans et une augmentation des incidents haineux et violents envers les jeunes personnes de la diversité de genre et ou trans. Je dirais également, et je ne veux pas prendre tout le temps alloué, mais je dirais aussi que lorsqu'on parle des impacts plus généraux de ces phénomènes, lorsqu'on parle d'autonomie corporelle, la loi sur l'éducation exige que les profs obtiennent l'autorisation explicite de présenter du contenu sur l'identité de genre ou de sexe ou l'orientation sexuelle. Et si vous allez limiter l'habilité des jeunes à discuter de sexualité dans la classe, on sait que ça va mener à une augmentation de l'infection des maladies transmissibles sexuellement. Il va y avoir plus de jeunes filles qui tombent enceintes. Il va y avoir des risques pour la santé. En général, pas juste pour les personnes queer et trans, mais pour tout le monde, il y aura des enjeux de santé publique qui proviendront de ces politiques, en plus que l'augmentation dans les incidents de haine et de violence qui nous mettent dans une situation d'instabilité et de peur constante. Donc, je crois qu'il y a énormément d'enjeux qui concernent pas juste les personnes queer et trans, et on peut voir le lien avec les autres panélistes ici aujourd'hui, juste dans les petites interactions qu'on a déjà eues aujourd'hui. Donc, merci. Merci, Star. Leanne, est-ce que vous aimeriez parler de la perspective de la santé mentale? Donc, en Colombie-Britannique, nous avons une loi sur un consentement médical et ça donne des détails de comment les décisions en lien avec les soins médicaux sont prises et qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation où les personnes n'ont pas la capacité de donner un consentement. Donc, ça peut couvrir plusieurs situations et c'est qui les individus parmi les proches qui peut prendre des décisions pour d'autres individus, mais quand quelqu'un est détenu sous l'acte de santé mentale, ça supersède d'autres aspects de la loi. Et donc, les personnes peuvent, sous cette loi sur la santé mentale, être forcées à prendre des médicaments, être détenues, des limites sur leurs mouvements, et même les forcer à manger. Donc, il peut y avoir beaucoup de limites sur leur autonomie individuelle. Et je crois qu'il y a une mythe que les traitements involontaires, c'est quelque chose de bienveillant. Euh, les personnes qui sont détenues sous l'acte sur santé mentale sont perçues comme des personnes qui sont trop malades ou trop dans l'incapacité de prendre soin de soi-même. Et donc, ça donne la possibilité à d'autres individus de se mettre de l'avant, prendre des décisions à leur part d'une manière assez paternaliste. Et étant donné qu'il y a cette perception que les personnes qui composent le système de santé sont là pour aider, que nécessairement ils ne peuvent pas causer de tort, c'est extrêmement problématique. Même avec de bonnes intentions, on peut causer des torts, particulièrement quand on enlève l'autonomie corporelle et
C'est toutes des justifications utilisées pour réduire cette autonomie. Fréquemment, les traitements involontaires, c'est une piste qui est plus simple que de répondre à des enjeux de logement, de pauvreté, de notre système de santé plus large. C'est quelque chose qui est beaucoup plus expédient de manière politique, ce que nous avons vu dans notre élection récente à Colombie-Britannique. Ils ont proposé une expansion des traitements involontaires pour les individus qui utilisent des substances psychoactives. Et donc, les personnes qui vivent des enjeux de santé mentale sont fréquemment vues comme des problèmes à résoudre et des débats au sujet de qu'est-ce on devrait faire avec les personnes dans nos communautés qui vivent des crises de santé mentale. Et on dirait qu'il y a des risques impliqués que les personnes politiciennes veulent mieux éviter. Donc, une extension de les soins involontaires rentre dans un nouveau terrain assez dangereux. Il y a beaucoup de mythes autour de l'institution. Quand les personnes sont institutionnalisées, c'est parce qu'on n'appelle plus ces institutions comme des asiles, des, il y a quelques différentes institutions colombie-britanniques où les personnes sont gardées à long terme. Et nous avons plus ou moins remplacé les centres de santé mentale qui existaient dans le passé. On a aussi quelque chose Colombie-Britannique, des retraits à long terme, des congés prolongés, où on n'est plus dans une institution, mais on n'a pas de contrôle sur notre propre traitement psychiatrique. Donc, on vit dans la communauté, mais on est considéré comme sous l'égide de l'axe de santé mentale de manière permanente, plus ou moins. C'est assez troublant de voir la province aller dans cette direction. Oui, merci. Merci beaucoup, Liane. Et finalement, pour cette question, Byron, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus au sujet de cette attaque sur l'autonomie corporelle, mais d'un point de vue de réduction des risques, les politiques autour des drogues? Oui, merci. Je pense que les politiques en lien avec les drogues, l'utilisation des substances, particulièrement dans des lieux d'emploi, les milieux d'emploi sont vraiment soutenus par des discours des personnes politiciennes et des différentes parties du média que les personnes qui utilisent les drogues sont des personnes qui vivent beaucoup d'enjeux de dépendance, ont des risques à la sécurité publique, sont incapables de prendre des décisions dans leur propre intérêt et ont besoin d'être forcés à suivre une forme de traitement qui est toujours basée dans le sévrage. Et il y a vraiment ce récit au sujet de ces individus qui sont présentés comme incapables et qu'on est forcé en tant que société à euh, aller à l'encontre de leur autonomie corporelle. Et donc, ce qu'on voit fréquemment présentement en Colombie-Britannique, c'est que quelqu'un est identifié en tant qu'avoir un problème avec la consommation de substances. Peu importe si leur consommation a eu des impacts sur le milieu de travail, cette personne sera enlevée du milieu de travail, or seront privés de tous leurs droits envers leur autonomie et pour pouvoir continuer leur emploi, sera forcé à abstenir 24 heures par jour, 7 jours par semaine de toute consommation. Et ça peut inclure des médicaments prescrits
sur laquelle les personnes dépendent pour leur bien-être, des médicaments comme méthadone qui peuvent sauver les vies pour des individus qui ont des difficultés avec l'utilisation des opiacés. Les personnes n'ont pas le droit d'utiliser des médicaments pour le douleur, l'anxiété, pour traiter des TDAH. Et c'est vraiment, je crois, enraciné dans des points de vue datés, religieux, où l'idée de la dépendance est un enjeu moral et qu'il faut abstenir complètement pour être une bonne personne ou une personne morale, éthique. Et donc, ces mandats autour de l'abstention met vraiment à risque les vies des différentes personnes consommatrices liées à une crise de drogue toxique présentement. Et les personnes qui donc sont forcées à attendre pour retourner au travail ont besoin, se retrouvent vraiment dans une posture d'éviter le système de santé. Donc, disons qu'ils voudraient avoir des médicaments pour les aider à euh, réduire leur utilisation de leur consommation ou de faire des suivis liés à une consommation. Ceci sera présente sur leur dossier médical. Et donc, j'ai soutenu des individus pour avoir accès à des médicaments sur le marché noir parce que c'est simplement impossible pour elles d'en avoir accès à travers le système de santé si elles veulent maintenir leurs emplois. En en plus de les mandats d'abstinence, les employés ont besoin de forcer, ils sont forcés à prouver leur abstinence avec jusqu'à 5 ans de tests de drogue, de participer à des euh, formations ou des traitements qui sont toujours basés dans l'abstinence et ont qu'une autonomie de décider quand suivre les traitements ou si elles veulent y participer ou non. Et donc, si les travailleuses refusent de se conformer à ce plan ou si elles ont un dépistage positif pour les drogues, elles seront congédiées. Je pense, ben, en effet, pas mal tous les aspects de cette mesure sont problématiques, mais le seul intérêt légitime de l'employeur, c'est de savoir que leurs employés sont euh, incapacité au travail ou non. Mais en recevant un diagnostic médical pour un désordre lié aux consommations des substances, ces personnes sont identifiées comme étant incapables de travailler ou de toujours avoir les capacités affaiblies. Et c'est aucunement vrai, mais on l'utilise qu'une manière pour cibler les personnes travailleuses qui consomment les substances psychoactives pour les forcer à conformer au régime en place qui sont complètement inefficaces. Inefficaces. Le dépistage pour les drogues ne te donne aucune information au sujet de si la personne au travail a la capacité affaiblie ou non, et ça va à l'encontre de leur autonomie corporelle. Les traitements que les travailleurs sont forcés à suivre euh, manque énormément de bienfaits et peut même causer des torts et est encore va à l'encontre direct des droits de l'individu. Et tous ces différents aspects créent des barrières pour des personnes qui ont des enjeux de consommation, de maintenir leur emploi. Ça peut les forcer à simplement sortir de le domaine de travail complètement. Et c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé comme euh, une excuse pour les employeurs, ce qu'ils devraient être en train de faire, de créer des lieux de travail qui sont sécuritaires, des conditions, des environnements de travail qui sont sains, de répondre aux dangers qui existent sur le milieu de travail et s'assurer que la sécurité au travail est pris au sérieux
et mis en œuvre de manière efficace. Mais au-delà de tout ça, les travailleurs-travailleuses sont forcés à subir ces régimes. euh, Peuvent se trouver dans une situation où le milieu de travail contribue à leurs problèmes de dépendance ou de consommation, des individus qui ont, dans certains cas, des syndromes de stress post-traumatique qui n'est aucunement pris en compte. Et, en effet, je conclurai juste en disant que il y a vraiment plusieurs aspects de ces régimes pour les personnes travailleuses qui sont mis en place pour éviter le réel travail qu'il y a à faire. Le tout, bien sûr, est complètement privatisé et donc il y a des compagnies privées qui font de l'argent à travers ces régimes. C'est un retour à une vision très quasi religieuse de la consommation. Et il y a aussi l'acte qui rend certaines substances illégales et qui crée le crise de drogue toxique qui est en train de tuer des personnes à tous les jours. Et donc, ces régimes qui vont directement à l'encontre de l'autonomie individuelle ne sont aucunement la réponse à ces enjeux. Merci beaucoup, Byron. Et pour essayer de faire un pont vers notre deuxième question, on voit déjà beaucoup de similarités dans l'instrumentalisation de l'autonomie corporelle. Vous avez parlé de différents individus qui sont vus comme des menaces au public et mis dans des euh, régimes de traitement involontaires. On a aussi Josie Starr qui nous parlait de différentes façons que les personnes perdent accès aux soins de santé et des discours qui ont des impacts sur l'éducation, l'accès à la récréation, au sport. Et après avoir eu la chance d'entendre les premières interventions les unes des autres, euh, qu'est-ce que vous voyez comme lien entre l'instrumentalisation de l'autonomie corporelle dans ces différents secteurs? Josie, tu peux commencer. Oui, j'ai vraiment apprécié ce que Byron disait, et ça serait une paraphrase, mais si vous n'êtes pas en train d'obéir de la bonne façon, des comportements très puritains, euh, si on n'est pas en train de mettre, abstenir à 100% que tu sais, on est justifié à vous enlever des droits, à des choses comme l'emploi, et en faisant des liens très vastes, mais même avoir accès à différentes parties de la société. Il y a des individus pour qui, tu sais, le sport, c'est quelque chose de très important dans leur vie. Et donc, je vois qu'il y a cet effort assez puritaine de essayer d'éliminer des choses qui ne sont pas vues comme vertueux si ça ne rentre pas dans un point de vue hétéro, cisnormatif, colonial et ses perspectives religieuses, puritains. Et je vois beaucoup de similarités entre ces différentes domaines. Et je dirais ceci, c'est des personnes qui ont fait des choix, puis je vais problématiser cet mot, mais vous, vous n'avez plus aucun droit à l'accès à la position en société. Et je pense que le mot choix peut être problématique parce que ça élimine beaucoup de choses de notre considération. Ce n'est pas tout le monde qui choisit de faire différentes choses.
quand les personnes vivent des moments difficiles, ça peut limiter leur choix. Les différentes personnes approchent des situations différemment et pour essayer de répondre à des situations difficiles. En utilisant le mot choix, on peut des fois avoir cette idée que les choix sont les mêmes pour tout le monde, mais elles sont contingentées par privilège, par classe, par positionnement social. Et quand les personnes sont dans une situation plus vulnérable, il y a des personnes qui vont agir de manière explicite pour cibler ces individus, pour les abuser, pour encore plus réduire leur possibilité de choisir. Et j'utilise le mot choix parce que bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour les différentes formes d'autonomie corporelle qui existent, mais des fois, la manière que nous utilisons cette idée de choix peut être mieux nuancé et examiné, particulièrement quand on vient à des identités queer et des différentes idées de genre. Ce n'est pas un choix, c'est la capacité de vivre de manière authentique puis être bien. Ce n'est pas un choix. Ça va au-delà de ça. Alors, je laisserai ça comme ça, puis je passerai la parole aux autres. Oui, merci, Star. Est-ce que tu veux continuer? Oui, j'ai beaucoup apprécié ce dernier point, Josie. Nous n'avons pas de thérapie de conversion au Canada parce que ce n'est pas un choix. C'est illégal ici, les thérapies de conversion, pour cette raison. Mais je pense pour répondre à ta question, Nadja, des connexions que j'ai vues jusqu'ici, c'est des efforts ciblés de isoler des groupes marginalisés. Donc, si on peut les exclure de le corps social plus large, euh, ça peut, pour des situations dans lesquelles le public est un peu moins intéressé, ça nous permet de cibler ces personnes plus spécifiquement. Une autre chose que je vois qui est très consistant dans ce qui a été dit, ou de ce que beaucoup d'entre nous ont dit, c'est que les données ne soutiennent pas nécessairement les actions qui sont prises. On sait que ça crée des effets néfastes, particulièrement en lien avec ce que Léane disait, tu sais, il peut y avoir des résultats extrêmement négatifs. Les données démontrent que ceci sont les résultats, mais nous soutenons quand même ces processus. Nous avons vu ici en Alberta qu'il y a beaucoup de membres de parties de la communauté médicale qui dénoncent les actes qui sont pris parce que ça peut avoir des effets très négatifs, mais quand même, le gouvernement va de l'avant. Il y a des liens avec cette dimension dans tous les différents domaines qui ont été discutés. Et je pense qu'on peut beaucoup, euh, on pourrait considérer la manière que les données sont considérées d'une point de vue colonialiste, hétéronormatif et qui peuvent déformer les données pour soutenir des actions qui ne sont pas réellement soutenues par les données si on les interprétait d'une manière plus complète. Merci, Star. Liane? Oui, juste pour continuer ce que Star disait, cet aspect de cibler certaines communautés pour exclusion sociale, c'est vraiment important à garder en tête. J'ai vu une tendance dans le gouvernement qui présente certaines communautés comme des risques au public général et que ces personnes sont par la suite ciblées par des mesures. Et en général, c'est pour des groupes de personnes qui ne conforment pas à ce qui est vu comme normal et ceci change avec le temps aussi parce que la définition de ce qui est normal change avec le temps. Et ceci deviennent des raisons qui sont utilisées pour enlever l'autonomie corporelle
Et il n'y a, euh, il y a rien que nous discutons ici qui arrive complètement dans un silo. Quand on parle de l'axe de santé mentale, ça entrecoupe avec des personnes qui sont queer et trans, des personnes qui consomment les drogues, des personnes qui cherchent du soin reproductif. Et donc, il y a tellement de populations qui s'entrecoupent dans ceux et celles qui sont plus à risque d'être pour l'application de l'acte sur les soins mentaux. Et une fois qu'ils sont détenus avec le pouvoir de cet acte, il y a vraiment des choses terribles qu'elles sont forcées à vivre parce qu'elles sont, on les croit moins quand elles expriment leur propre vécu. C'est plus facile de les, pour ces personnes de vivre de l'abus sans autant de surveillance par le système. Et donc, je vois vraiment ce thème se répéter entre tous les discours de nos panélistes. Merci, Diane. Et Byron, et qu'est-ce que tu vois comme connexion? Euh, oui, je crois que beaucoup de les manières que les panélistes et les mouvements à laquelle ils font part, euh, c'est ce qui a été dit, on voit que il y a beaucoup qui viennent de simplement d'une position de haine, de cette idée qu'il y a une certaine sorte de personnes qui n'ont pas le droit d'exister. Mais des fois, on a l'impression qu'on peut éduquer tout le monde et si on pouvait informer et éduquer, qu'on pourrait changer leur idée. Et des fois, c'est vraisemblablement le cas, mais il y a d'autres situations dans lesquelles les personnes sont utilisées comme des outils à d'autres fins. Et donc, si vous pensez aux santé mentale, consommation de drogue, c'est des excuses qui sont utilisées présentement par des politiciens et des politiciennes pour, premièrement, chercher des votes dans les élections pour avoir accès au pouvoir et d'éviter de faire des choses qui aideraient réellement, ce qui serait d'offrir des services, logements, des choses comme ça. Et je, je crois que pour le changement, une des choses qui est nécessaire, c'est de bâtir une solidarité entre différents mouvements, comme entre les personnes qui participent dans le panel aujourd'hui et leur mouvement, et d'utiliser le pouvoir collectif, un pouvoir de masse, pour essayer de forcer ce changement dans nos sociétés. Ceci peut prendre plusieurs différentes formes. Ça peut être des actions directes, la désobéissance civile. Euh, Ce n'est pas toujours une question d'éducation qui va tout résoudre pour nous. Et donc, quand nous voyons, par exemple, l'acte sur la santé mentale, on voit que ça peut être utilisé pour cibler différents groupes autres que celui qui était à l'origine, à la base. Et donc, des personnes peut-être peuvent croire, bon, ça n'a pas de relation avec moi, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a amené beaucoup de différents points de vue ici, aujourd'hui. Il y a des personnes avec vraiment tu sais, une excellente vision sur le droit à l'avortement, droit aux soins reproductifs, mais il peut aussi voir comment le
les droits de la personne peuvent s'appliquer dans différents contextes et différents groupes. Et donc, je voulais demander, qu'est-ce qui serait des actions qui pourraient être prises, des projets qui sont en cours, que ces différentes personnes peuvent aller pour s'informer et qui pourraient nous permettre de se soutenir face à ces différentes politiques qui lentement affectent de plus en plus de personnes. Peut-être juste nous parler aussi de choses qui ont été faites, les formes de résistance que vous avez mises en œuvre par le passé. J'aimerais laisser cette question très ouverte, mais vraiment essayer de mettre l'emphase sur des actions concrètes qui peuvent être prises dans ces situations. Josie, voudrais-tu commencer? Oui, bien sûr. Donc, juste pour offrir un peu plus d'informations de ce qui a fonctionné ici, on a fait beaucoup de travail sur plusieurs années. Bien sûr, on avait beaucoup de militants, militantes aînés qui étaient impliqués, qui ont mené ce combat depuis très longtemps. Mais de manière générale, ce qui a eu lieu dans l'île du Prince-Édouard, on a pris beaucoup de différentes actions. On avait des recherches scientifiques, on avait des spécialistes qui ont venu participer, de militantisme local et communautaire. On a fait beaucoup de différentes actions pour changer de culture publique, mais ce qui a été efficace, c'était de les amener devant les cours. On a eu du soutien d'un fonds d'action légale, des juristes qui sont mis de l'avant pour prendre le cas sans frais. Euh, Puis le gouvernement a simplement capitulé parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Et aussi, le gouvernement a besoin d'une excuse pour le faire parce que franchement, c'était vraiment de la peur de leur part. Et donc, dans tous nos mouvements, nous avons eu des victoires, mais c'est loin les unes des autres. Il faut les célébrer quand elles ont lieu. Mais récemment, on voit des signes assez épeurants. Donc, présentement, quand on parle du mouvement féministe de manière très large, nous avons besoin de travailler pour être en solidarité contre les attaques sur les droits des personnes trans et de travailler sur un niveau politique plus large pour essayer de mettre fin aux pauvretés. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en Île-du-Prince-Édouard pour un garantie de revenus minimal. Et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de travail, beaucoup de recherche pour essayer de mettre en place un projet pilote dans le province. C'est quelque chose qui est faisable, qui pourrait avoir une énorme différence et pourrait réduire les torts liés aux consommations des drogues, toutes sortes de problèmes sociaux, plutôt que toutes ces différentes petites solutions qu'on essaye constamment de financiers qui sont beaucoup moins efficaces. C'est beaucoup plus efficace de simplement donner aux individus l'argent qu'ils ont besoin pour vivre et bien vivre idéalement. Donc, je dirais que en lien avec ce mouvement, c'est ça ce que je vois comme chantier. Mais il faut reconnaître que ces attaques contre les communautés trans, la déshumanisation de personnes qui consomment les drogues, sont toutes des attaques sur l'autonomie corporelle et il faut se tenir avec ces communautés et ne pas permettre la dégradation continuelle des droits de la personne que nous voyons dans différentes provinces, que ceci puisse répandre au Canada. Il faut les résister et on a besoin de plus de solidarité dans notre mouvement, entre nos mouvements. Il y a beaucoup de puissance dans la communauté queer, et de manière fondamentale, on a besoin de le soutien de tout le monde. On a besoin de solidarité avec les syndicats, de solidarité de classe. On ne peut pas simplement se réduire à nos plus petites identités. On a beaucoup de travail que nous avons besoin de faire ensemble. Merci, Josie. Il semble que n'importe quel bouc émissaire, n'importe qui qu'on peut mettre en prison pour éviter de donner les soins de santé
un logement et un revenu universel garanti aux gens, parce que ça réglerait les enjeux de tellement de gens. On aurait une autonomie corporelle et on arriverait à régler tellement de ces problèmes sociaux systémiques. Donc, Star, j'aimerais bien entendre ta perspective également. Merci. Oui, je suis très d'accord avec tout ce que Josie vient de dire. Je vous ai envoyé quelques liens. Euh, donc, Ryan, si tu peux les partager. Le premier, c'est pour Momentum Canada et l'autre pour Égal, des organisations qui font d'excellents travaux, d'excellent travail. Si vous voulez vous rejoindre aux initiatives en cours, il s'agit d'organisations qui pourront aiguillonner vos énergies, vous aider à trouver de bonnes options pour soutenir notre mouvement. Je dirais aussi que l'une des choses que j'observe de façon cohérente entre chaque panéliste, c'est comment on travaille en silo et qu'on manque tous et toutes de soutien et de données scientifiques basées sur les faits. Donc, si on veut résoudre cette situation, ben, fions-nous sur les données observables et travaillons ensemble afin d'identifier les meilleures pratiques recommandées pour chaque enjeu et soyons les juges de comment ces données nous aident en tant qu'individus. C'est ça, l'autonomie corporelle en action. Je veux aussi dire que l'outil le plus efficace, d'après moi, j'ai 57 ans, je vis en Alberta depuis que je suis née, je suis queer dans cette province depuis le début, depuis mon enfance, et ce qui m'a rendu résilient et ce qui a soutenu la résilience des personnes que j'ai vues autour de moi survivre et même s'épanouir dans un contexte transphobe, homophobe. Et c'est la joie. Nous avons besoin de cultiver et la joie de célébrer notre communauté et d'avoir du plaisir devant toute cette haine et cette violence qui est dirigée contre nous. Nous devons être capables de se centrer sur ce sentiment joyeux qu'on partage et ça va nous aider à se mettre en lien de façon saine ensemble. Si on se permet de ressentir de l'euphorie, que ce soit notre identité, nos pratiques, peu importe qu'est-ce que c'est, si on est capable de rester en contact avec ce sentiment euphorique, on peut tendre des perches et on est irrésistibles les uns pour les autres. C'est vraiment comment on peut se défendre les uns les autres. On célèbre la fierté gay à chaque année. Venez célébrer avec nous. Trouvez des façons de vous connecter à vos communautés d'une façon joyeuse qui vous permet de célébrer votre identité, votre sentiment d'appartenance. Je veux utiliser le nom de Ted Worth, un Canadien dont on ne parle pas assez, qui est un performeur drag des années 50-60 au Canada, qui a été lourdement persécuté pour son identité. Elle insistait pour rester en drague, peu importe l'oppression qu'on lui faisait subir. Et c'était une militante géante. Elle faisait des campagnes publiques, elle écrivait à tout le monde qu'elle connaissait et elle a obtenu l'attention du ministre de la Justice canadienne à l'époque. Peut-être le connaissez-vous. C'est Pierre Elliott Trudeau à l'époque et ils sont devenus reliés pour la lutte pour les droits des personnes queer au Canada et Ted North en refusant de cesser de célébrer son identité, sa valeur propre et la beauté de sa tenue drague dans les années 50-60 au Canada, dans cette façon de se comporter dans le monde, est devenu responsable d'influence sur l'univers, sur le premier ministre qui est devenu Pierre Elliott Trudeau, qui ensuite a eu un impact sur nos droits pour plusieurs années. Donc voilà comment la façon dont on se célèbre peut mener à des changements profonds et majeurs en société. Je crois vraiment fortement à ça et on doit continuer de se célébrer coûte que coûte. Merci, Star. C'est quelque chose que je remarquais souvent quand je travaillais dans les centres pour les jeunes. Quand il s'agit des jeunes spécifiquement, il n'y a personne qui veut se faire mettre dans une salle, se faire forcer à parler de leur lutte et de leurs difficultés. Les gens n'ont pas envie de vivre ces moments traumatisants devant d'autres. Ça peut être à travers l'art, la création, la performance qu'on libère la parole. Et finalement, les gens, si on leur donne leur occasion de le faire, ils vont parler de leurs oppressions, c'est certain. Liane, je viens de voir que vous avez publié un lien. Est-ce que vous aimeriez répondre à cette question également? Oui, bien sûr.
Je dirais qu'en 2016, les Canadiens et Canadiennes vivant avec un handicap physique ou ayant vécu de la violence ont contesté les politiques en cours en Colombie-Britannique et la Colombie-Britannique a hésité à traiter le dossier dans la Cour suprême du Canada pendant 6 ans. Finalement, nous avons obtenu le droit d'être entendus et nous aurons un procès au printemps. Et donc, notre défense, notre revendication, c'est que les politiques applicables au BC en ce moment empiètent sur notre autonomie corporelle. La Colombie-Britannique vient également de lancer un service qui s'appelle le Service sur les droits indépendants ou les droits de l'individu, qui vise à connecter des conseillers et conseillères en droit de la personne avec des personnes qui ont vécu des manquements à leur autonomie corporelle afin de s'assurer que ces personnes comprennent leurs droits et aient accès à du soutien. Donc, on leur pose des questions afin de les réorienter vers les bonnes décisions. Donc, ça, c'est un des projets concrets qui sont en cours en ce moment et d'autres façons dont nos communautés résistent comprennent notamment le fait de créer du sens autour de nos expériences. Je crois que pour de nombreuses personnes dans la communauté, l'expérience vécue, le fait de les transformer en source d'inspiration, c'est quelque chose qui est profondément guérisseur dans notre communauté. Ça a des impacts positifs, productifs, constructifs et juste ça nous donne l'occasion de mettre la lumière sur la générosité de nos communautés et surtout dans cette situation où la vérité est dissimulée. Je crois que ce qui se passe derrière les murs d'hôpitaux demeure très, très tabou, très secret. Et je crois que nous avons des fois l'occasion d'apprendre ou d'entendre parler des expériences vécues de certains individus. Et ces personnes se mettent en situation de vulnérabilité, parlent de leurs expériences publiquement pour essayer d'éviter que d'autres personnes vivent le même genre d'expérience. Et donc, ça, c'est comment qu'on arrive à se défendre les uns les autres dans la communauté. Dans la communauté, on peut, en se rassemblant, constater que ce qu'on voit se dérouler dans le monde, ben, c'est réel et se soutenir au quotidien pour répondre à nos besoins à l'extérieur du système formel, qu'il s'agisse d'héberger un ami pendant une crise importante, de faire le suivi avec les gens, s'assurer de tenir compagnie les uns aux autres, cuisiner les uns pour les autres. Ce sont des façons faciles dont on peut prendre soin de soi-même et de nos communautés. Merci, Liane, pour ce commentaire. Avant d'aborder les questions, Byron, j'aimerais vous entendre sur cette question également. Oui, bien sûr. Nous avons eu de petites victoires récemment. Nous nous lançons également dans une poursuite sur la loi 21 qui peut forcer les avocats et les avocates à subir un traitement si on juge qu'ils ont un problème de santé. Donc, on veut intervenir dans ce dossier en cours d'appel. Il y a aussi d'autres tactiques que nous avons utilisées, notamment le fait de collaborer avec les médias. Nous avons quelques projets de recherche en cours qui, nous l'espérons, nous aideront à faire lumière sur le fait que les décisions actuellement entreprises dans le corps médical n'est pas basées sur des données scientifiques. Nous avons aussi quelques résolutions des syndicats qui ont été adoptées. Et je crois que c'est le cas pour la majorité des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, qu'il s'agisse des droits des personnes trans, les droits aux soins d'avortement, aux soins de santé mentale, aux soins pour les personnes consommatrices de drogue. Et je ne peux pas me souvenir, je ne me souviens pas de c'est qui a abordé ça, mais on a mentionné
le fait de collaborer avec le milieu du travail. Donc, le milieu syndical a énormément de pouvoir social et a la possibilité de faire la grève et de fermer l'économie du pays si ça leur chante, hein. Donc, un de nos plans en ce moment, c'est d'établir une grande coalition de travailleurs et travailleuses pour qu'on puisse faire affaire directement avec les gens sur le terrain qui ont envie de résister à cette guerre contre les drogues et qui c'est pas obligé d'être sur cette thématique uniquement. Je crois qu'il y a de la place pour qu'on puisse collaborer avec le milieu syndical sur une diversité d'enjeux. Nous sommes beaucoup plus puissants lorsqu'on se soutient les uns les autres. J'aime vraiment ce que Star a dit à propos de l'expression artistique, la créativité, l'expression de la joie. Et ce, non seulement pour revitaliser nos cultures et notre santé mentale, se rendre résilient et résiliente au long terme, mais c'est aussi un outil de résistance et de proteste, de protestation. Le fait de protester dans la célébration, ça amène vraiment des excellentes idées. Il y a des façons créatives et artistiques de se faire valoir, de déranger les gens, s'assurer d'être entendu. Merci Byron, merci tout le monde. C'était d'excellentes interventions et avant d'aller à la question, aux questions et à la section de questions-réponses, j'encourage tout le monde à vraiment poursuivre ce qui vous a appelé à vous joindre à nous aujourd'hui. Je vous enverrai l'enregistrement de la rencontre et tous les liens qui ont été envoyés par courriel plus tard cette semaine. Je crois que c'est une excellente façon de tenir le suivi des initiatives prochaines et des façons dont on peut se connecter aux valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, pour le question-réponse, j'ai vu deux questions qui, je crois, sont très pertinentes à notre conversation. Et nous avons environ 10 à 15 minutes, donc je crois qu'on aurait le temps de les voir les deux. Dans la première question, Jonathan Arsenault, il nous dit, je suis très curieux à propos des délais et en fait du timing ou du momentum où cette haine anti-trans et homophobe concorde avec la montée de pouvoirs religieux, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait nourrir ou encourager avec des connexions simples, des relations d'alliés de gouvernement à gouvernement? Donc, je vais passer la parole à nos panélistes pour répondre à cette question. Vous pouvez y aller. La première personne qui se sent d'attendre. Bon, ça mentionne l'île du Prince-Édouard, alors peut-être je vais débuter. En voyant cette augmentation des mouvements anti-trans, anti-réduction des risques, on le voit au niveau fédéral, dans le Parti conservateur aussi, mais pas juste dans les provinces. Étant donné l'organisme dans lequel je travaille, très impliqué dans ces deux domaines, on se dit, bon, on va voir qu'est-ce qui va venir dans les années à venir, dépendamment de la prochaine élection fédérale. Je pense qu'il y a personne qui se demande la même question, mais je suis pas trop certain. J'ai pas entièrement compris la deuxième partie de la question. Mais nous sommes une très petite province. On a pas mal, on a beaucoup d'accès aux décideurs politiques. On s'est rencontré avec la ministre de l'Éducation et elle a mis en place les lignes directrices sur les diversités de genre dans le, la province, mais elle vient juste de démissionner pour se présenter pour les conservateurs fédéraux. Donc, je pense que ça explique un peu quelques-unes des manières qu'elle a agi récemment. Mais sur papier, on a un gouvernement conservateur, mais en réalité, on a eu plus de succès de travailler
avec ce gouvernement qu'avec le parti, le gouvernement libéral qui le précédait, qui était pas mal horrible. Donc, quand on parle de l'accès aux soins d'affirmation de genre, du financement pour des groupes trans et queer, des réductions de risques, on a vu ces choses mises en place sous le gouvernement conservateur. Mais à quel point est-ce qu'ils veulent se mettre de l'avant pour attaquer d'autres gouvernements provinciaux? Je pense pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On est tellement petit comme province. Il y a des personnes qui pensent qu'on ne devrait même pas être une province. Quand on regarde au Nouveau-Brunswick, qui un gouvernement un conservateur qui s'est fait complètement ramasser dans la dernière élection. Donc, on a des petits points de lueur qu'on voit, mais je ne suis pas vraiment certain comment mieux activer ces possibilités en connexion avec notre gouvernement provincial. Je pourrais parler un peu à cette question aussi, mais premièrement, c'est Momentum. J'ai partagé le lien, ont une excellente série sur comment travailler avec les gouvernements et ce n'est pas toujours une question de créer des liens avec des membres du gouvernement qui sont plus sympathiques, mais il y a des informations très utiles qu'ils ont partagées sur leur site web. Je vous encourage à le voir. Notre point de vue à Firefly, et on s'en parle fréquemment entre nous. On est en train de traverser un changement structurant dans notre société, puis ça va retourner dans l'autre direction. Je pense que dans 30 ans, on va regardez à ce temps-ci, un peu comme on voit le mouvement pour les droits civils aux États-Unis dans le passé, c'est très important qu'on continue de pousser vers l'avant, particulièrement quand on a des personnes qui commencent à nous repousser, de penser aux actions qu'on peut prendre pour les droits de la personne, pour se soutenir. Il faut garder cet élan, même si on fait face à des obstacles. Et le fait que nous avons ces discussions, qu'on crée ces liens, je crois que c'est très important. Il faut continuer de faire cette sorte d'activité et de ne pas perdre de vue qu'il faut continuer dans cette direction. On a vu au Saskatchewan, ils ont mis en place la législation anti-trans. On voit que c'est reproduit en Alberta, mais j'espère qu'on peut pousser assez fort en Alberta, qu'on peut aider à le contrer à Saskatchewan aussi. Il faut continuer à aller de l'avant comme ça. C'est ça que je crois. Merci beaucoup pour vos réponses. On a une autre question et je pense que ça va être notre dernière pour le webinaire. C'est vient de Angers. Est-ce qu'il y a des panélistes qui ont une vision d'une coalition complet différents mouvements qui luttent pour les droits de la personne à travers le Canada, euh, la forme que ça pourrait prendre de manière pratique et c'est quoi la meilleure façon de bâtir des connexions pour répondre à nos objectifs communs? Je pense que c'est une excellente question et je pense que le webinaire, ce webinaire, c'est une des façons qu'on essaie de bâtir ces liens, mais je serais intéressé à savoir ce que vous croyez. Pas pour trop monopoliser les temps de parole, mais je pense que une partie de réponse, c'est l'importance de reconnaître l'importance pour le plaidoyer universel pour les droits de la personne et de contrer les discours qui essaient de créer des silos, que ce soit à travers un système médical, essayer de diviser les droits des personnes trans de les droits des personnes queer. Cet ciblage est très troublant. Il faut reconnaître que nous sommes toutes et tous des êtres humains en part entière. On a tous un droit aux droits de la personne et quand on a une situation dans laquelle ces droits sont enfreints, ça nous impacte toutes et tous. Pour un peu parler encore de Firefly, on a un document que j'ai partagé dans votre clavardage. Nous avons ce document met de l'avant la manière que les politiques anti-trans auront des impacts pour la culture, la société en général, pas juste les personnes trans,
Et mieux qu'on peut générer cette compréhension de manière large, je pense que ça va nous soutenir à prendre des actions plus larges, cette sorte de coalition de mouvements. Et quand on parle des droits de la personne, il faut aussi considérer les mouvements environnementaux. Il faut penser de manière la plus large possible de là où que nous vivons, la manière que nous vivons, le fondament, fondations de la décolonisation a aussi besoin d'être inclus et considéré comme un parti très actif de ces enjeux. Byron, Josie, j'ai vu que vous avez ouvert vos micros. Est-ce que vous vouliez répondre aussi? Je pense que Star a vraiment très bien répondu. Mais je suis d'accord que ces attaques ne sont pas limitées à une seule groupe de personnes. Ce sont des attaques sur les droits de la personne qui vont s'appliquer à beaucoup de différents groupes. Et il y aura des impacts sur beaucoup de personnes, si pas peut-être même sur tout le monde. Donc, je crois que si nous allons lutter contre ces attaques et gagner, il va falloir que nous luttons ensemble. Et je pense que c'est une excellente façon de lancer ces discussions, de rencontrer différents individus et j'espère d'ici, nous allons pouvoir continuer ces discussions, de bâtir une coalition et un mouvement de personnes qui seraient intéressées à tenir des réunions régulières, créer un plan stratégique et faire ce qui est nécessaire pour effectuer un changement réel. Merci, Byron. Est-ce qu'il y aurait des conclusions que vous voudriez partager? Oui, Léane. Merci. Juste pour ajouter, je suis entièrement d'accord avec Byron et Star. C'était dit de manière très éloquente. Et je pense une autre chose qu'il faut garder en tête, de rester à l'affût dans nos médias sociaux, garder nos connexions virtuelles et numériques, parce que je pense que c'est une façon qui est très accessible pour beaucoup d'individus de euh, se connecter à ce travail, puis je voulais simplement ajouter ça. Et si je pourrais partager une dernière mot, n'oubliez pas de célébrer quand le gouvernement, quand le système dominant essaie de vous réprimer. C'est important d'avoir de la joie puis fêter aussi. C'est un acte de résistance. Et un autre point pour conclure, je sais que nous sommes toujours très investis dans les enjeux qui ont des effets sur nous de manière personnelle. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est tellement important qu'on se présente les unes pour les autres, qu'on se met debout ensemble. Et je pense que ceci part de l'importance de coalition. Mais si quelqu'un va tenir un événement ou une manifestation, c'est important qu'on se met de l'avant, qu'on se met debout pour ces individus pour que ils et elles seront présents pour nous aussi dans nos luttes. Merci beaucoup, tout le monde. Nous arrivons à l'échéancier de nos 90 minutes. Nous allons conclure, mais je veux remercier tous nos panélistes. C'était fantastique. J'apprécie énormément votre participation. Pour tout le monde qui est présent, on va partager un enregistrement de
cette séance. Si vous vouliez les partager avec quelqu'un, s'il vous plaît, le faire. Je veux aussi remercier Ryan, qui est responsable pour le logistique, le clavardage, et je veux aussi remercier Coop Largo pour leur incroyable interprétation. Ils font ça, je pense, depuis 2 ans maintenant. Ils font un excellent travail. J'aurais dû faire ça au début, sûrement, mais cet webinaire est présenté par un virus. Alors, c'est ce qui arrive. Je vais inviter aux panélistes de rester dans la salle pour simplement se parler un peu à la fin. Mais merci à tout le monde pour votre présence. C'était une excellente discussion.